Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. C'est l'heure de votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité, ces attaques meurtrières à Ouagadougou. 2 assauts menés simultanément dans la capitale burkinabé. Une voiture piégée a explosé devant le bâtiment de l'état-major, tandis que des hommes armés ont ouvert le feu sur l'ambassade de France. Nicolas Desgrais, notre invité, les spécialistes du Sahel. Je vous le disais, donc lourdement armés, les membres du commando ont frappé le cœur de Ouagadougou. Des opérations menées dans la matinée contre l'ambassade de France et l'état-major des forces armées. Difficile de donner un bilan précis pour l'heure. Le président Kaboré annonce 8 morts. Des sources sécuritaires en comptent une trentaine. Pas de ressortissants français parmi les victimes. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le rappel des faits avec Zora Benmiloud. Des tirs sporadiques et une épaisse fumée noire qui s'échappe de l'état-major burkinabé. Il est 10h30 heure locale à Ouagadougou lorsque plusieurs hommes armés de Kalachnikov ouvrent le feu. 2 lieux sont visés, le QG de l'armée burkinabé ainsi que l'ambassade de France. Inoussa se trouvait à quelques mètres lorsque l'attaque a commencé. On vit des personnes descendues de voiture au nombre de 6 ou 4 personnes. Quand ils sont descendus, ils ont commencé à tirer. Il y a eu ils ont tiré, c'est acheté. Maintenant, nous, on est venus pour voir. C'est ce qu'on est venu. On a vu des tirs, des coups de tir, tout, partout. Et puis, des fumées. Après, les gens commencent à courir. Très vite, les hélicoptères de l'armée survolent la zone et les forces de l'ordre sont mobilisées pour neutraliser les assaillants. Au-delà de la panique, au-delà donc de ce que nos populations ont été ébranlées, il y a une riposte appropriée qui a été opposée aux assaillants, non encore identifiés. C'est la formule pour le moment consacrée. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée, mais pour le ministère de la Défense burkinabé, il s'agit bien d'un attentat. De son côté, le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. Voilà, et on prend tout de suite la direction d'Ouagadougou. Nous attend Sarah Sako, notre envoyée spéciale. Bonsoir Sarah, vous êtes donc arrivée sur place. Quel est le climat ce soir qui règne dans Ouagadougou? Écoutez, ce soir, le calme est revenu dans la capitale burkinabé, mais les rues sont complètement désertes. Les commerces sont fermés, il y a quelques stations-service ouvertes. Et le peu d'habitants que nous avons croisés se disent sonnés, traumatisés. C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont restés chez eux. Il y a même une rumeur de couvre-feu qui court dans la ville. Ce n'est absolument pas le cas. C'est juste que les rues sont désertes ce vendredi soir et que les gens imaginent en fait qu'il y a eu un couvre-feu décrété suite aux attaques. Il y a également un fort dispositif sécuritaire qui a été déployé évidemment et les périmètres des sites attaqués ce matin sont totalement bouclés. Plus tôt dans la soirée, le ministre de la Sécurité burkinabé a fait le bilan de cette journée meurtrière. Il parle de 8 morts côté force burkinabé, de 8 assaillants neutralisés, tués dans les attaques simultanées de ce matin. Et rappelons enfin que c'est la 3e fois en 2 ans que Ouagadougou est ainsi endeuillé. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces précisions. Je me tourne vers vous Nicolas Desgrais, bonsoir. Alors Sarah Sako vient de nous donner les derniers éléments de ce qui se passe ce soir à Ouagadougou. Vous êtes doctorant à l'université du Kent au Royaume-Uni, vous êtes surtout spécialiste du Sahel. Alors on parle peut-être de 9 assaillants, des jeunes, on le disait un peu plus tôt sur notre antenne, mais il n'y a toujours pas eu de revendication. Oui, effectivement, on n'a toujours pas eu de revendication. À rappeler que l'attentat d'août dernier à Ouagadougou, il n'y avait pas eu de revendication non plus. À la différence, il cette fois 19 morts, je le rappelle pour nos téléspectateurs. Effectivement, la différence avec l'attaque d'août dernier, c'est justement qu'on est passé sur des soft targets à des hard targets, c'est-à-dire des cibles molles, à savoir des restaurants, des cafés-restaurants, à justement une ambassade et l'état-major général des armées burkinabèses. C'est très symbolique aussi. Effectivement, avec 2 commandos simultanés, organisés, avec un certain niveau opérationnel, ce qui pose beaucoup de questions. Donc on en saura plus dans les jours à venir si revendication il y a. Alors l'un de nos journalistes qui était en contact direct avec certaines sources sur place nous expliquait que ces assaillants étaient relativement jeunes. Est-ce que le Burkina Faso est un terreau propice au recrutement de djihadistes, même si je précise encore une fois qu'on n'a pas eu de revendication, mais est-ce que c'est un terreau propice ?
Alors depuis plusieurs mois, on a justement Ansarul Islam qui est en train de se développer dans la province du Soum, au nord du Burkina. Donc effectivement, on a un terreau propice justement à l'émergence de groupes terroristes. C'est pas la première fois que le Burkina est frappé. Il y a eu beaucoup d'attaques dans le nord, avec des déploiements militaires en conséquence depuis plusieurs années. Et puis depuis 2013 déjà, les autorités burkinabées avaient déployé ce qu'on appelle le GFAT dans le nord du pays. Donc effectivement, le Burkina connaît cette réalité-là. La réalité du combat contre ces groupes-là. Alors je vous propose d'écouter tout de suite Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, s'est exprimé, il a réagi à ces attaques, on l'écoute et on se reparle juste après. L'attaque n'a pas été revendiquée. Tout nous laisse à penser qu'il s'agit de groupes terroristes qui déjà ont mené des actions au Burkina, puisque c'est le 4e attentat que l'on constate malheureusement dans ce pays depuis 2016. Ça révèle qu'il faut continuer avec beaucoup de force, beaucoup de ténacité, le combat contre ces groupes qui menacent la sécurité des 5 pays du Sahel. Alors voilà donc pour la réaction de Jean-Yves Le Drian. Emmanuel Macron, le président français, a également réagi en réaffirmant ce soir l'engagement de la France au Sahel. Autre réaction, celle de Mamadou Issoufou, le président du Niger. Même réponse, il établit également un lien avec la force G5 Sahel. Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement un lien? Est-ce qu'on peut supposer qu'il s'agit de représailles à la création de cette future force? Alors un média local burkinabé a justement évoqué qu'il y avait peut-être au moment de l'attaque au sein de l'état-major des armées une réunion portant sur cette opérationnalisation de la force conjointe. Voilà, ça reste des éléments qui sont très confus encore aujourd'hui. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est plus un élément de contexte, justement cette montée en puissance de cette force-là. Il n'y a pas de liens qui peuvent être faits directement au jour d'aujourd'hui. Peut-être que dans les semaines ou les jours à venir, on aura une revendication avec justement des communiqués très spécifiques sur cette force conjointe. Voilà, c'est plus un élément de contexte qui s'ajoute à plein d'autres éléments de contexte, notamment la date anniversaire de la formation de Génim, sous la houlette de Yad Agrali. Voilà, il y a plusieurs éléments de contexte qui peuvent expliquer justement pourquoi cette attaque a eu lieu aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de faire des affirmations définitives. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette multiplication d'attaques qui frappe le Burkina Faso depuis 2 ans maintenant? Est-ce qu'il y a un lien avec la chute de Compaoré? Alors effectivement... Est-ce qu'il y a un vide laissé, un affaiblissement de l'armée? Oui, alors l'appareil militaire et notamment en ce qui concerne le renseignement, il y a vraiment une réorganisation qui a été engagée suite à la chute du régime Compaoré et par la suite aussi de Diendéré, le général Diendéré, qui était très très influent dans toute cette chaîne de renseignement. Donc, qui est en procès en ce moment même. Exactement. Ce qui est aussi un élément de contexte à ajouter, qui a jeté un petit flou en début de journée justement et qui continue potentiellement de jeter un flou sur les groupes responsables de cette attaque. J'explique pour le contexte, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont en ce moment même en procès pour leur participation au putsch avorté d'il y a 2 ans maintenant. Exactement, donc c'est aussi un élément de contexte qui se rajoute et effectivement l'appareil militaire est en restructuration depuis plusieurs années et les groupes djihadistes ont décidé de mener un combat dans le nord, notamment comme je le disais précédemment, dans la province du Soum. Une dernière question, Nicolas Degré. Il n'y a pas eu de réaction officielle du président Kaboré. Comment l'expliquer ? Alors, il y a eu un communiqué, si je ne me trompe, il y a quelques minutes. Mais pas de prise de parole. Mais pas de prise de parole officielle. C'est vrai ce qui s'impose en principe dans une situation comme celle-ci. C'est vrai qu'on aurait pu attendre peut-être une réaction de la présidence dans un JT ou sous un format plus officiel, solennel. Après, je pense que c'est lié justement aux différents bilans contradictoires à l'heure actuelle. Pour avoir une vraie prise de parole, il faut quand même avoir une idée assez précise de ce qui s'est passé. L'état-major est le centre névralgique de l'armée, donc on peut imaginer le niveau de désorganisation qu'il y a au niveau des forces armées. Donc je pense qu'il y a vraiment cet impératif de collecter toutes les informations, d'avoir un bilan plus ou moins fixe. Vous évoquiez au début du journal justement les différents bilans. Voilà, rien n'exclut une prise de parole peut-être vers 23h dans les heures qui viennent, c'est possible. Est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi des mesures, un dispositif sécuritaire particulier renforcé suite aux doubles attaques, à la double attaque d'aujourd'hui? Oui, c'est à prévoir, je pense. Après, ça fait plusieurs... on peut s'attendre à... Peut-être des barrages filtrants, peut-être au sein de la capitale, à différents endroits. Tout est possible. À l'heure actuelle, c'est difficile d'avoir vraiment une idée précise des décisions qui vont être prises. Mais effectivement, c'est une piste qui va être explorée, à mon avis, par les autorités burkinabées.
Merci beaucoup Nicolas Merci à Degré vous. d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc doctorant à l'Université du Kent au Royaume-Uni et vous êtes un spécialiste du Sahel. C'est l'objet de votre thèse. Exactement, Merci merci à beaucoup. vous d'avoir accepté notre invitation. Dans le reste de l'actualité, le Mali, dernière escale de la tournée africaine de Recep Tayyip Erdogan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Vous le voyez justement sur ces images. Le président turc s'était d'abord rendu en Algérie, en Mauritanie et au Sénégal. Et c'est d'ailleurs depuis Nouakchott qu'il a annoncé sa participation à la création de cette force G5 Sahel dont on parlait. 5 millions de dollars seront débloqués bientôt par Ankara. La DICOM Days s'achève ce vendredi à Abidjan. C'est la plus grande manifestation de communication digitale africaine. Quelques 400 acteurs clés du numérique originaires d'Afrique et d'Europe sont venus échanger sur les tendances des réseaux sociaux. Ils évoluent dans le secteur de la mode, ils sont critiques culinaires ou encore blogueurs d'actualité du web et ont déjà un pouvoir considérable. Voyez ce reportage, il est signé Pierre Akpro, Erina Fourni et Nathanaël Ulpejou. Dans cette boutique d'Abidjan, les dernières retouches pour cette créatrice de mode ivoirienne. Rien n'est laissé au hasard, car elle s'apprête à présenter sa dernière collection à deux stars ivoiriennes des réseaux sociaux. Des influenceurs, comme on les appelle, dont le jugement est redouté. S'ils n'aiment pas, effectivement, ils ne communiqueront pas forcément dessus, ils n'en parleront pas, donc pour nous, ça fait une marge en moins. Donc effectivement, c'est toujours une pression de les recevoir chez nous. Ces influenceurs, les voici, Fanta Sidibé et Patrick Edouard, des références en matière de mode sur le net en Côte d'Ivoire. À eux deux, ils totalisent près de 30 000 abonnés sur leur page Facebook. Les finitions sont super, hein, franchement, bravo. Ouais, j'adore, franchement. Sollicités pour promouvoir des marques, ils émettent des jugements suivis par leurs fans, une grande responsabilité. Le nombre de followers augmente et les responsabilités augmentent aussi avec. Les blogueurs n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Il ne faut pas s'amuser à dire qu'une marque est bien si ce n'est pas le cas. Quelques kilomètres plus loin, dans l'enceinte de l'Institut français, se tient l'un des plus grands rendez-vous digital d'Afrique francophone, le festival Adicoms. En vedette cette année, des blogueurs stars comme Edith Brou, 34 ans et patronne de start-up de contenu digital. Une célèbre influenceuse qui entend désormais en faire son métier. On a encore une marge à atteindre, mais on est dans la bonne période. Et je pense que d'ici 5 ans, la plupart des blogueurs ou des influenceurs qui vivent en Côte d'Ivoire pourront uniquement vivre de leur activité d'influenceur. Le digital, un secteur en plein essor avec 8% de croissance annuelle et qui rapporte 530 millions d'euros par an à la Côte d'Ivoire. Une manne dont tous les acteurs du numérique entendent ici profiter. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci de votre attention. Paris Direct continue. C'est Florent Rodeau. Quel plaisir de vous retrouver. À découvrir sur RFI.fr. 1918. Épuisée par 4 années de guerre, l'armée française a besoin de nouveaux soldats et fait appel aux forces vives de son empire colonial. Mais comment la France peut-elle encore convaincre l'Afrique de donner ses fils? C'est le défi lancé par Clémenceau à Blaise Diagne, le premier député africain de l'histoire. Sa mission? Recruter pacifiquement plus de 50 000 tirailleurs. Comment relever un tel défi? Valérie Nivelon a dépouillé les archives et retrouvé les photos inédites de toute l'opération. 1918, Mission Blaise Diagne, un webdoc à découvrir sur RFI.fr.